Bonjour à tous et à toutes, nous sommes donc Théophile Catella pour ma part et je suis avec Tom. Bonjour Tom, Salut. Tom Parseillan, au PNO. Et on va vous présenter l'îlot breton, qui est un projet donc, de level design qu'on a effectué à deux. Et sans plus attendre, on va lancer le jeu, histoire de voir qu'est-ce qu'il en est. Ok, donc le projet derrière l'îlot breton, c'était de faire un espèce de hub. Et ce hub devait avoir différents petit cahier des charges, n'est-ce pas mon cher Tom? On devait notamment commencer par le village, comme C'est vous pouvez ça. le voir. Le village qui devait avoir certains éléments en termes de hub qui devaient être récurrents, notamment la maison du héros, où le héros peut se reposer, une petite forge qu'on peut voir ici, voilà, dans laquelle même on peut rentrer, aller histoire de, pourquoi pas, aller looter un petit coffre ici, un petit peu de secret. Une auberge que l'on va voir sur notre droite, voici, ainsi qu'une école. Ça c'était pour le cahier des charges de notre cher Village. village, tout à fait. Et c'était moi, donc Théophile Kata, qui en était en charge. Donc ma démarche derrière ça, ça a été de faire quelque chose d'assez médiéval, d'assez breton, puisqu'on était dans un monde de fantasy sans contrainte, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de mettre des orques, on n'avait pas déjà, je sais pas, un cahier des charges préétabli, ce genre de choses. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez commercial, d'assez pas du tout industriel, mais d'assez bien évidemment très porté sur la pêche, euh, comme peut l'être la Bretagne en vrai, dans le monde réel. La Bretagne c'est une zone extrêmement, comment on dit, portée sur la pisciculture et la pêche, n'est-ce pas? Ouais, portuaire. Et voilà, et là on voit, exactement portuaire, on voit un petit peu notre thématique particulière, spécifique, qu'on a vraiment utilisée et inventée, qui est le gigantisme selon moi. On est dans un monde plus ou moins normal, sauf que notre fantaisie se porte sur le gigantisme et sur le fait aussi de pouvoir parler à plus ou moins des animaux. Et là, on peut voir par exemple des palourdes géantes. Alors, c'est une idée toute bête, mais qui nous a énormément aidé dans notre design, hein. On est d'accord, Tom, là-dessus? Oui, bon, on les a utilisés un peu de partout. C'est ça. Ça permet de fencer d'une manière assez incroyable. Ça permet également de rajouter un vrai ton, un vrai cachet au niveau, tout bêtement. Voilà. Donc ici on se fait un petit playthrough tranquille où on va essayer d'un peu récupérer tout ce qu'on a pu cacher dans la carte. Un petit peu admirer les lumières brillamment faites par notre ami Tom qui est ici présent. Et là on va voir la principale quête, puisque c'était dans notre cahier des charges également de faire une espèce d'énigme qui nous empêchait d'accéder à cette partie-là de la carte, qui nous permet d'accéder au phare, qu'on ne voit pas ici. C'est normal qu'on ne le voit pas ici. On va aller parler à cette écrevisse et elle va nous dire en haut à gauche, vous pouvez le voir dans le console log, ramener mes enfants, qui sont au nombre de 3, donc on va se dire qu'il va te falloir trouver 3 petites écrevisses. Et ces 3 petites écrevisses, je vous le dis tout de suite, vont nous faire des quêtes, des fetching quests principalement, mais aussi des quêtes de recherche, des thèmes. Ici on peut voir qu'il y a Gwenaël par exemple, qui est l'un des enfants de Sucellus Écrevisse, qui nous dit qu'il veut être un pirate, qu'il aime les trésors, et que pour ça il a donc caché des trésors, et qu'il faut trouver une pelle pour déterrer ces trésors. Voilà. Et le jeu, c'est plus ou moins ça. C'est beaucoup d'exploration dans un monde très très particulier, spécifique de fantasy. Euh, voilà. Donc, je vais vous faire la version rapide du playthrough. Pardon pour ce lâcher de souris. C'est inopiné. Donc là, je le sais, on doit aller vers la plage. Et la plage, ça tombe bien, c'est une partie un petit peu plus Tom design que Tom a designé. C'est ça. J'ai designé voilà, le petit terrain qu'on a vu ici et le village notamment. Et Tom a designé cette plage que l'on peut voir ici, qu'on Et va explorer un peu. C'est à toi que je voilà, parle. donc, bah, c'est la première zone que j'ai designée. Et bah, ouais, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un peu un minimum intéressant, qui n'est pas que du sable et des cailloux. Donc, j'ai essayé d'intégrer un peu des éléments, genre des bateaux qui se sont échoués, des bouts de canon, des tonneaux qui sont arrivés parce que la marée les a ramenés, et puis du coup des trésors. Tout à fait. Parce que c'est important de cacher du loot de partout. Exactement. Ça, c'était une des volontés design, je pense qu'on a eu, on peut le dire, c'est de empêcher l'utilité, c'est-à-dire que où que le joueur aille, il a une récompense de quelque nature soit-elle, une vista, un coffre, une potion. C'est ça. Nos coffres qui sont nos medium reward et nos potions qui sont nos soft reward, on n'a pas dit, voilà, c'est ça l'idée. Mm. Euh,
Et aussi, voilà, là, la plage montre vraiment très bien l'intérêt, enfin, la façon du reuse qu'on a admise tout au long de notre design. On a vraiment reuse nos cadavres de bateaux, on a reuse également nos cranks qui sont utiles pour des énigmes plus tard, mais qui ici n'ont pas vraiment lieu d'être, qui rajoutent un petit côté steampunk. Enfin, je dis on, c'est Tom, hein, évidemment. On a reuse également les canons. Même chose, qui n'ont pas grand chose à faire ici, si ce n'est que les bateaux sont peut-être militaires, je ne sais pas. Et puis les coquillages, comme on peut voir celui qui est Voilà, au celui fond qui est là-bas loin, dans l'eau, tout à fait. qui est vraiment énorme. Et on a une petite falaise d'Étretat aussi. C'est ça. On le dit pas assez. C'est important d'être chaud un peu. Bon. On va dans la grotte qui était là aussi dans le cahier des charges. Et je C'est ça. m'aperçois que t'as fait un taf sur les lights de ouf. Ouais. Pas mal, des champignons Euh, luminescents, pas mal. Bah ouais, c'est ça, parce que je me suis rendu compte en bindant les lights que bah, c'était tout noir. Donc j'ai cherché un moyen d'éclairer la grotte sans mettre des éclairages, comment on pourrait dire, industriels ou manufacturiers en gros. Ouais, Et du coup, bah, je me suis dit que les champignons éclairés, ça pouvait être très c'est bien. vraiment classique, ouais. C'est vraiment Voilà, les plus grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo. c'est classique, mais ça marche bien. C'est un grand classique du jeu vidéo, hein, de Tomb Raider à Metal Gear Solid 3. Ça marche bien, ça a été prouvé. Alors, donc la grotte, bah, du coup, ce que j'ai fait dans la grotte, qui était dans le cahier des charges, en gros, c'est le lieu qui fait la transition entre la plage et le haut de la falaise. Et donc, ce que j'ai fait dedans, c'est comme on doit monter, bah, j'ai fait un petit défi de platforming. Donc, il faut passer de plateforme en plateforme pour récupérer bah, des objets. Donc là, il y a les potions, qui sont des loots pas obligatoires. Mais plus important, du coup, il y a la bombe qui se situe sur cette plateforme que Théo va récupérer, voilà. Hop. Et donc cette bombe, en fait, si on ne l'a pas, on ne peut pas continuer plus loin dans la grotte, car il y a eu un éboulement au bout du chemin, qui fait que on est obligé d'utiliser une bombe pour dégager le chemin. Évidemment, on a marqué ça sur le mur. Hein. Dans le vrai jeu, faut imaginer que ce sont des fissures, évidemment. C'est ça. Et donc là, on arrive au bout de la grotte, et on va Oui, excusez-moi, c'était un peu fort. on va ressortir en haut du coup de la falaise où on était tout à l'heure. Voilà. Alors, du coup, depuis le haut de la falaise, ce qui est bien, c'est qu'on a une vue assez étendue sur tout le reste de la map. On peut voir le village en dessous, c'est assez cool. Oui, c'est un bon reuse de design. On a vraiment conçu quelque chose d'un point de vue gameplay, et en fait, on a réussi à la transformer en vista. C'est ça. Vu qu'on travaille dans des scènes séparées et qu'au final, on a assemblé ensuite, ça a plutôt bien marché. Et donc, sur cette falaise, du coup, il y a deux choses à faire. Tout d'abord, là, juste en face de nous, il y a des espèces de pylônes hexagonaux. Donc, c'est inspiré Formation d'un géologique. paysage, ouais, une formation naturelle qui est en Écosse, si je dis pas de bêtises. Irlande, je ne sais pas. Oui, quelque part là-bas. Et donc, il s'appelle la chaussée des géants. Et bah, du coup, ça va servir plus tard dans le design, si tu peux montrer le texte. Voilà. Donc, en gros, ça va servir de passage ensuite pour le joueur. Mais pour l'instant, c'est bloqué, car la fontaine, qui est de l'autre côté Ce qu'on voit là-bas. ouais, de l'autre côté de cette zone, est bloquée. C'est-à-dire, elle est fermée par une énigme. Alors, pour ceux qui cherchent du coup à ouvrir la fontaine, ils doivent trouver la combinaison secrète, et donc les anciens champignons seront votre guide. Euh, C'est-à-dire, alors, comme vous pouvez le voir, il y en a 8 plaques de pression sur lesquelles on peut marcher et ça peut activer, voilà, ça active la plaque de pression. Et donc en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que si on retourne de l'autre côté, on peut voir qu'il y a des champignons géants et qu'ils sont positionnés à côté de 8 menhirs, 8 menhirs différents. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est repérer la position des champignons et pas des arbres. Comme vous pouvez le voir, des fois c'est des arbres, des fois c'est des champignons.
Et ensuite, il faut aller juste marcher sur les plaques de pression qui sont aux positions des champignons par rapport aux rochers. C'est très bien expliqué, félicitations. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'utilisation de menhirs que tu as fait ici. Il y en a un qui est couché au sol, et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça le différencie des autres et ça peut potentiellement brouiller les pistes. C'est exactement la même chose que les champignons. Les champignons, c'est intéressant parce que tu en as mis un nombre limité et différent sur chaque menhir, et donc, eh ben, ça peut également brouiller un petit peu les pistes. Et ça, je trouve ça intéressant, personnellement. Ouais. Et surtout, j'ai mis ces champignons-là toujours à côté des gros champignons pour pas embrouiller non plus. C'est ça. Donc voilà, si je vais ici par exemple, je ne trouverai pas de champignons. C'est ça. Ce qui est logique. Et du coup, comme vous pouvez peut-être le voir pendant qu'on se déplace et qu'on discute, il y a aussi des loots un peu de cachés de partout avec des petits défis qui proposent par exemple un peu de défis de plateforme ou alors juste de chercher au bon endroit. Et du coup, on peut trouver des coffres ou des potions de temps en temps. Alors du coup, l'énigme est résolue. Et du coup, l'accès à la fontaine est ouvert. Du coup, dans le cahier des charges, cette fontaine, en fait, c'est l'endroit du hub où le joueur est censé venir pour restaurer sa vie et sa mana, je crois. Donc, bah, actuellement, ça ne fait rien puisqu'on n'a pas de système de vie ou de mana. Mais c'est comme ça que ce lieu devrait fonctionner. Et donc, comme accéder à ce lieu, assez long, puisqu'il faut passer par la grotte et puis ensuite faire le défi de platforming, puis ensuite remonter du coup ici. Comme c'est assez long, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un autre passage qui se débloque une fois que l'énigme de la fontaine est résolue. Donc c'est l'endroit où on était tout à l'heure, du coup, la chaussée des géants. Eh bien, la fontaine, c'est vraiment l'endroit où aller. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que quand je retourne sur le hub, moi je veux aller à la fontaine parce que j'ai besoin de me restaurer de la vie. Voilà, une petite vista ici. Vista intéressante, quelques petits reuse. Effectivement, quelque chose qu'on n'a pas signalé, c'est qu'il y a un système de saisonnalité sur cet îlot. C'est-à-dire que à chaque fois que le joueur revient, et ben, potentiellement il y a eu des marées qui sont passées par là, il y a eu des objets qui ont été traînés autre part, des objets qui sont apparus, qui ont été découverts. Donc ça redonne un petit peu de rejouabilité à la map. Alors bien évidemment ici on vous propose qu'un seul design. Mais l'idée c'est ça, c'est vraiment d'avoir des saisons, potentiellement un hiver avec de la glace, potentiellement voilà, de l'automne avec des feuilles mortes, ce genre de choses. Donc voilà la chaussée des géants. Voilà. Et du coup, on déclenche. Et donc, les pylônes s'affaissent, on peut dire ça, je pense. Et du coup, ça forme un magnifique escalier sur lequel le joueur va pouvoir descendre ou monter. Oui, un escalier à 3 voies. On peut aller en haut jusqu'à la cliff, on peut aller à l'ouest jusqu'au village comme vous pouvez le voir ici, ou on peut aller à l'est jusqu'à la druide spirale. Donc c'est voilà, c'est multi-voies. Je prendrai cette épée plus tard, vous inquiétez pas. Pas de soucis. Dans le cahier des charges, l'eau est remplie de piranhas, donc l'eau en fait c'est une fence géante dans notre design. Voilà, alors évidemment on l'a pas mis en place puisqu'on n'a toujours pas ce système de vie, de points de vie, mais voilà. Alors, on arrive du coup dans la zone de la spirale du druide. Donc, c'est une formation d'île en forme de. Enfin, c'est un bout de l'île qui est en forme de spirale et qui arrive jusqu'à la maison du druide, qui est justement au centre de la spirale, comme elle est bien mise en évidence. Et donc, on a vu là Théo arriver dans une impasse. Il y avait un mur qui bloquait son chemin. Et en fait, en revenant en arrière, il peut se rendre compte qu'il y avait une bombe sur le chemin. Voilà. Qui était quasiment invisible à l'aller, donc c'est assez intéressant. C'est ça.
ici on voit que la maison du druide a quelque chose d'un petit peu magique, comme si elle attirait un petit peu tout, comme si c'était un espèce de centre gravitationnel bizarre. Ce qui rajoute, selon moi, au côté fantasy, au côté fantastique voulu dans le cahier des charges. C'est quelque chose que Tom a plutôt bien réussi ici. Et un bateau qui s'est planté aussi dans l'île. On se demande comment il est arrivé là. Donc on va voir Gwendoline. Je vous rappelle qu'on doit voir les 3 enfants de Sucellus, l'écrevisse géante. Donc là on va voir la plus âgée, Gwendoline, pardon. C'est ça. Donc Gwendoline c'est une mage, et donc elle va nous demander 10 potions pour accepter de nous suivre et rejoindre sa maman. On en a 20, donc normalement tout va bien, elle devrait nous accepter. Voilà, elle est contente, elle veut faire goûter son ragoût, elle nous suit. Exactement. Et puis elle veut faire goûter son ragoût à sa maman parce que c'est important. Voilà, ici on a sans doute la meilleure vista de la map. Ouais, la meilleure vista de la map. Ce qui est intéressant, c'est de voir la division du travail sur cette map. On a d'abord le côté que Tom a designé, qui donc a la spirale du druide, qui a la falaise, qui a la plage également, et puis ensuite on a ce que moi j'ai fait, donc le terrain, le village, puis ensuite les ruines et le fort au loin là-bas qu'on voit pas très bien. Et ça donne une île avec un design assez intéressant, qui a vraiment pas une forme hexagonale, une forme rectangulaire, une forme triangulaire, une forme carrée, non, elle a une forme à elle, avec des spirales et tout. Donc elle a du caractère. Cet endroit-là, la spirale du druide est vraiment cool. Moi ça me fait penser à la barre de vie de Soul River. Et voilà, et pour moi quelque chose de mémorable, c'est forcément quelque chose de plutôt pas mal. Alors, là c'est un petit raccourci qui a été rajouté parce que refaire le chemin dans l'autre sens c'était assez long. Donc c'est une tyrolienne tout simplement. Et ça permet de redescendre directement aux marches du géant. Pour l'instant on n'a trouvé qu'un seul enfant de Sucellus, il faut encore en trouver 2. Donc là vous voyez qu'on a trouvé la pelle qui va nous être utile pour l'enfant pirate qui veut qu'on trouve des trésors, et on va aller voir le plus petit frère qui est à l'école, quoi de plus logique quand on est une écrevisse dans un monde fantastique. Et lui il veut voir un vrai héros. Les vrais héros ils ont des vraies épées, des grosses épées, et donc là l'épée qu'on a vue à la Giant Causeway, eh bien on va pouvoir aller la récupérer, la lui montrer, il va nous suivre, il va nous dire waouh t'as une grosse épée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette épée n'est pas du tout cachée, et ça c'est quelque chose qui est totalement délibéré dans notre design, c'est-à-dire que on ne voulait pas ces quêtes qu'elles soient difficiles, on voulait à chaque fois que ce soit sur le chemin principal, soit qu'il y ait des variables d'ajustement, comme c'est le cas avec Gwendoline qui a 3 potions à proximité d'elle. L'idée c'était vraiment que notre map finissait par être assez grande, par être assez massive, donc on voulait prevent le backtracking, on voulait empêcher le backtracking un maximum. Ça c'est une vraie volonté de design chez nous. Ici il y a un petit coin d'alcoolique dont je suis particulièrement fier, j'aime beaucoup. Ce que je voulais dire c'est que cette map est vraiment gigantesque et que selon nous c'était pas hyper sympa ni fun ni... Oui voilà, fun, nous notre but c'est de créer du fun, donc c'était pas très fun de forcer le joueur à faire du backtracking à gogo, à revenir à gauche à droite et potentiellement ne pas trouver les solutions au challenge. C'est censé être un hub, c'est pas censé être difficile. Un hub c'est quand même censé être une pause entre 2 missions principales. Donc l'épée sur le chemin principal, on peut trouver largement 20 potions avant d'arriver à Gwendoline. Et ici, on nous est clairement indiqué que c'est marqué par des pierres l'emplacement des trésors. Vous voyez, j'ai utilisé la pelle, j'ai déterré le trésor. C'est un design qui est clairement inspiré de Fable, j'assume totalement cette influence. Et c'est potentiellement la quête la plus difficile également, mais bon. L'idée c'est vraiment qu'à chaque fois on donne les informations, on va pas piéger le joueur, ou on ne va pas lui dire débrouille-toi, trouve. Comme dans Dark Souls par exemple, qui a cette tendance de faire ça par exemple. Voilà, l'idée c'est qu'on donne les outils aux joueurs pour se débrouiller et après on essaie de créer du challenge sans créer de la difficulté artificielle ou de la difficulté beaucoup trop forte.
Donc voilà, maintenant on a l'épée, on peut aller voir notre ami Gwendal, voilà c'est ça, il va être content, il va nous suivre. Voilà, vous voyez, il couine un peu, ça c'est rigolo, il y a un petit bug d'infi mais qui rend pas mal, puisque Gwendal est un petit peu couvert de muqueuse, il tâche. Est-ce qu'on a récupéré la potion ici? Je me souviens plus bien. Oui, oui, Ok, oui. parfait, merci Tom. À propos de cette d'or, moi ce que je voulais à propos de cette porte, c'était un voyage voilà, à la fois militarisé et à la fois commercial, c'est-à-dire militarisé autrefois, mais tellement plus soumis à des combats, à des bastons, qu'aujourd'hui ils ont juste calé la porte avec des marchandises tellement ils croulent sous les marchandises puisque c'est devenu un village commerçant. Donc ça a pour avantage de renforcer le côté commercial du village, de 2 de me permettre de fencer facilement avec des frontières, des murailles, et de 3 de donner une histoire, même de manière un peu cheap potentiellement, au village. Et ça c'est assez intéressant selon moi. Voilà. Surtout qu'en plus ça va avec le côté économique du village, le fait qu'il se développe économiquement, c'est qu'on peut acheter des choses dedans, on peut aller à l'inn, à l'auberge, s'acheter des sandwichs, on peut aller à la forge, upgrader son équipement. Là on a un puzzle intéressant, c'est-à-dire que c'est un puzzle à 2 voies, soit on peut sauter en bas de la clampe sur les tonneaux, ce qui est une solution pour récupérer le petit coffre. Voilà, là vous voyez que voilà, le saut est faisable, hein, je vous le dis, je vous le garantis. Soit on peut monter en haut du petit ponton, voilà, et drop par l'endroit où sont tombés les tonneaux sous leur propre poids parce que le ponton est un petit peu mal entretenu. Donc pour le coup la voie de retour est la même. Donc je trouvais ce design assez intéressant, même s'il casse pas 3 pattes à un canard, parce qu'il permet vraiment d'aborder, de s'auto-aborder selon les propres préférences du joueur. Donc Gwenaël est content, on a trouvé les 2 trésors, je sais pas si vous l'avez vu, il était dans le sac de champignons tout à l'heure. On va les ramener à sa maman qui bien évidemment elle va être contente. Et si on lui ramène les enfants un par un, par contre je vous rassure, elle est également contente. Elle va pas nous les refuser, elle va pas nous dire mais trouve-les-moi tous, t'en as que 2, ce serait absurde. Une petite récompense, puisqu'ici on a quand même fait la grosse quête de la map, donc c'est à peu près normal qu'on ait des récompenses. Et on va arriver dans la partie que j'ai appelée ruine, puisqu'elle est contenue, puisqu'elle contient, pardon, des ruines. C'est une zone un petit peu plus militarisée, un petit peu plus moderne. Oh tiens, il y a un trou dans le mur. Je disais, voilà, dans le cahier des charges, le phare devait être contenu dans une zone plus large. Cette zone plus large, c'est pour moi les ruines. Les ruines, c'est un endroit qui montre l'autre côté de la Bretagne. Le côté un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus humain, un petit peu plus potentiellement militaire, avec voilà, là vous voyez on a le côté sauvage, c'est ce que je disais, on a le côté voilà, très vert, très fantaisiste, très portuaire, très fishing, très basé sur le poisson, sur le trade, sur le Queen Amman. Alors qu'à côté on a quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus Napoléon, d'un peu plus Vauban. Vauban c'est vraiment l'inspiration majeure de tout ce design de map, de ce design de fort, de design de ruines, avec quelque chose de très angulaire, de très pointu. Et ça m'a permis de mettre des ruines qui sont déjà intrigantes parce qu'on ne sait pas pourquoi elles sont en ruine au lieu d'être en état, et qui permettent également de proposer des designs assez variés, puisque des ruines on en fait ce qu'on en veut, on laisse telle poutre en l'air, telle planche en l'air par rapport à telle autre, sans aucune justification puisque ce sont des ruines. Donc c'est assez intéressant de designer du plateforme là-dessus. On a également voilà, ces escaliers un peu raides qui sont très caractéristiques de Vauban, et les canons qui peuvent potentiellement expliquer le reste de notre design en disant voilà, c'est un fort militarisé qui s'est combattu face à des assauts de galions, de bateaux, et ces assauts ont été repoussés par le canon. Donc forcément ça laisse des traces, ça marque le paysage, et ça donne à l'îlot breton une vraie histoire militaire qu'on trouve assez intéressante. Si on continue d'explorer un petit peu toutes ces ruines, on voit que certaines maisons voilà, n'ont moins d'utilité que d'autres permettent également de looter un petit peu, de teaser du loot ici, que c'était le premier chest placé sur la carte, qui est accessible donc en détruisant le mur ici marqué via la bombe qu'on a récupérée tout à l'heure sur une session de platforming.
Et là, c'est une de mes galères, ça a été les bords de map sur la session ruine notamment, où je suis allé sur quelque chose d'assez rocailleux, d'assez pointu, comme on peut voir sur certaines zones de la Bretagne. Pas une plage de sable, pas une plage très calme, une plage un peu plus agressive, un peu plus pointue. Et ensuite, j'ai essayé de placer du gameplay dedans, en jouant avec les junks, en jouant avec les cailloux. Alors, je suis très mauvais en plateforme, donc on va essayer de le faire proprement, mais voilà. Ça, c'est typiquement des choses qui peuvent bouger avec le système de saisonnalité dont je vous parlais précédemment. C'est-à-dire que les mâts des bateaux peuvent être emportés, les barils également, certaines ruines de bateaux également. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est quelque chose qui réinvite le joueur à explorer à chaque fois qu'il revient, en fonction de potentiellement ce qu'il a fait. Si, mettons, on peut éliminer toutes les écrevisses du monde dans le jeu, peut-être qu'il va plus y avoir d'écrevisses. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Ici, on voit vraiment l'intérêt du clamp en termes de préfab, puisqu'on peut faire des formes, selon moi, exceptionnelles avec les clamps, avec les palourdes, pardon, je parle en anglais, je suis désolé. Voilà. Par exemple, dans la maison du héros, ces clamps sont vraiment utilisés de manière totalement déformée. Ça devient des oreillers, ça devient des miroirs. Donc c'est vraiment une préfab pour moi qui a une forme tellement particulière qu'elle est exceptionnelle. Donc voilà le fort, voilà le lighthouse, voilà le phare. Le fort qui est quelque chose d'assez offensif puisqu'il est un bras qui va se mettre dans la mer et qu'il va falloir ramener jusqu'à nous. Donc c'est un petit peu la cool rule, vous voyez. C'est-à-dire, on a les moyens de le faire en fait, on est dans le jeu vidéo. Ça va pas me coûter d'argent de faire un fort qui... Pardon, c'est ce bruit horrible. Un fort qui vient à moi. Donc, je le fais. J'ai les moyens de le faire. J'ai les moyens de le faire et ça me coûte juste quelques animations, quelques bruitages, c'est pas très cher. Donc on est vraiment sur quelque chose de très évoluant, très pointu, très angulaire, très défensif et agressif en même temps. Et on va arriver sur l'énigme finale, qui est l'énigme du phare, qui se présente de la manière suivante. 2 leviers et un canon au loin. Le levier à gauche permet d'activer les engrenages, le levier à droite permet d'activer le canon en lui-même. Et c'est indiqué via les petites figurines qui sont placées à côté des leviers. Et également par les bruitages. On va aller tirer. Donc le but c'est bien évidemment de pénétrer dans le phare, donc sachant qu'il est barricadé, on va peut-être essayer de le détruire tout bêtement. Donc on va orienter le canon vers le phare et tirer. Tirons. Voyez, paf, ça fait un bruit un petit peu différent. Et là, donc on peut monter à l'intérieur et gagner la carte. Super. Évidemment oui, le design de l'intérieur du phare n'avait pas selon le cahier des charges à être fait, donc on s'est contenté de pas le faire, double trigger étrange. Puisque voilà, on n'allait pas plus en faire que ce qu'on avait fait. Donc voilà, c'était la carte, c'était l'îlot breton. C'est ça, avec tous les loots récupérés en plus. Je pense voilà, qu'on vous a bien montré en quoi ça pouvait consister, on espère que vous avez apprécié la visite. Ça a été assez cool de travailler dessus. Personnellement, c'est mon premier level design de cette ampleur en 3D. Je suis assez fier de ce qu'on a pu faire. Je pense vraiment qu'on a su trouver notre patte. Je pense vraiment qu'on a su interpréter le gigantisme, trouver notre patte. Ici, vous voyez l'intérieur de la maison du héros, comme je disais, la reuse de préfab, différentes sizes qui permettent d'obtenir différents mobiliers. Moi j'adore les chaussons. Ouais, les pantoufles sont cool, hein, ouais. Non, oui, c'était vraiment très sympa de travailler là-dessus. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, et puis moi ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a réussi, malgré le fait qu'on travaillait complètement dans des scènes séparées, à vraiment bien assembler le tout. On sent que c'est une seule et même île, et pas 2 morceaux qui ont été racolés ensuite et qui auront vraiment on a rien fait à beaucoup voir. de design papier à l'origine, je pense que c'est sûrement ça qui donne cette impression, Tom. C'est que avant d'aller sur Unity, on a vraiment posé nos idées sur une
carte papier, et donc du coup quand on a réparti le travail, qu'on a dit toi t'es en charge de ça, moi je suis en charge de ça, et ben on savait où on en était, on savait où on était l'autre, on savait ce qu'on faisait, on savait quel était le but de ce qu'on faisait, et on n'était pas dans des phases de recherche, on n'était pas dans des trucs bizarres à base de potentiellement est-ce qu'on avance dans la bonne direction. Non, on savait où on allait, on savait ce qu'on voulait avoir, et même si on a laissé une bonne place à la sérendipité, forcément dans un design c'est quasiment obligatoire. Oui, oui. On a aussi fait beaucoup de playtests, et je pense que ça a participé à la force de notre design. Parce que vu qu'on bossait chacun de notre côté, et ben, sans regarder le taf de l'autre, et ben, quand on découvrait le taf de l'autre, on avait un œil nouveau et on avait la capacité de faire des remarques plus pertinentes que si on l'avait suivi tout du long. Donc par exemple, l'énigme de Tom, c'est un bon exemple. Les ruines également, c'est un bon exemple. Les ruines, Tom m'a beaucoup aidé pour designer les ruines. Dans le sens où c'est un super moyen de demander de l'aide. Puisque des fois quand on fait son design, quand on a le nez plongé dedans, bah, on voit pas forcément l'ensemble de notre design, on voit pas forcément en quoi il peut être riche, en quoi il peut être exploitable. Et les ruines, vraiment, tu m'as aidé, tu m'as proposé des choses qui m'ont permis de les rendre intéressantes, qui ont permis de les rendre efficaces, qui ont permis d'exploiter mon design. Et bah ouais, bah pareil au niveau du haut de la falaise, c'était pour l'énigme par exemple, où bah si j'avais personne pour playtest, j'étais pas sûr que ça marchait bien. Exactement, oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté des gros champignons, parce qu'à la base il y avait juste C'est les ça, petits. ça manquait un tout petit peu de lisibilité. Il fallait des gros champignons, histoire qu'ils soient visibles à partir de l'endroit où tu as lu le texte. Mais voilà, l'idée de base, les menhirs, tout ça, c'était très bon, c'était juste. Il fallait que ce soit un peu plus user-friendly. Merci d'avoir suivi. Donc il est fait par moi-même, Théophile Catella et Tom Perséan Opno, donc des level designers juniors. On espère que ça vous aura plu et on espère que vous pourrez nous contacter à nos adresses mail indiquées sur la page Itch.io. Oui, bah merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et puis